Contenu sensible, récit contenant des scènes d'exploitation et de coercition. J'en parle avec pudeur, sans détails explicites, parce que la vérité mérite respect. J'ai encore le trophée sur le bord de la table. Il luirait pour n'importe qui d'autre comme la promesse d'un avenir. Pour moi, il est la première preuve visible que tout a basculé. Le moment où on m'a dit que je pouvais devenir riche, célèbre, celui où j'ai cru que tout cela me sauverait. Ce billet pour Dubaï, glacé et brillant, tenait dans ma poche comme un avertissement que je n'avais pas su lire. La salle était pleine, les projecteurs faisaient comme un soleil artificiel, et pendant un instant j'ai cru que ce soleil m'appartenait. Les applaudissements me traversaient comme une chaleur étrange. J'ai vu dans les visages de la foule quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, mais aussi, je l'ai compris plus tard, une consommation. On m'aimait pour ce que je représentais, pas pour qui j'étais. J'ai prononcé des mots flots, accepté des sourires, serré des mains. On m'a remis un contrat. On m'a dit « Dubaï, départ dans une semaine ». Et les caméras ont capté ce que tout le monde voulait retenir. Le jeune venu d'ici, la fierté du quartier, celui qui allait partir loin. À la maison, c'était autre chose. Ma mère a pleuré, d'abord parce qu'elle était fière, puis parce qu'elle avait peur. Dans ses yeux, il y avait la nostalgie d'une cuisine trop petite, la mémoire d'une enfance où rien n'avait été facile. Mon père, lui, ne disait presque rien. Il a frotté la table, il regardait mes mains, comme pour vérifier qu'elles n'étaient pas un rêve. Ils m'ont dit non, pas par envie de m'enchaîner, par peur, par amour maladroit. Ils m'ont dit que partir, à mon âge, au milieu de tant d'inconnus, c'était risqué. Ils ont évoqué des histoires qu'ils avaient entendues, des rumeurs, des précautions. J'ai compris dans ces silences toute la sagesse et toutes les limites de leur monde. Je suis partie quand même. La nuit, j'ai fait mes valises en silence. J'ai laissé une lettre pliée sous le coussin, pas pour expliquer, je savais que rien n'expliquerait, mais pour dire que je partais, pour que la décision fût réelle, pas volée par la peur. Je me suis faufilée jusqu'au portail. J'ai pris un taxi dont j'ai payé le double pour qu'il ne pose aucune question. J'ai éteint mon téléphone pour qu'aucune voix ne puisse me retenir. Sur le toit de l'avion, en regardant la terre s'éloigner, j'ai ressenti un mélange d'exaltation et d'effroi. C'était comme sauter d'une falaise en croyant voler. L'arrivée à Dubaï a été une gifle d'éclat. Les tours, le verre, l'éclairage qui ne dort jamais, tout parlait d'une promesse exagérée. J'ai pris une limousine, mon nom inscrit sur une pancarte comme si j'étais déjà quelqu'un. L'hôtel, marbre poli, lumière tamisée, serviettes qui sentent l'ester d'odeur manufacturée. À chaque coin, je me sentais à la fois plus visible et plus invisible. Visible pour qu'on m'admire, invisible pour ce que j'étais vraiment. Ils m'ont placé dans un appartement luxueux, avec une vue où les gratte-ciels se succédaient comme des trophées de fer. Je me suis couchée sur un lit que je ne reconnaissais pas, et j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps, non pas parce que tout était gris, mais parce que tout était plus que je n'avais rêvé, et moins que ce que j'espérais. Une robe plus courte que ce que je portais d'habitude, une séance photo au milieu d'un décor luxueux où mes gestes devaient être plus soumis, plus suggestifs, des mots qu'on me demandait d'ajouter à mes interviews. On me menait doucement dehors de ma zone de confort, et à chaque pas, on me présentait la monnaie d'échange, visibilité, contrat, invitation dans des clubs privés. J'ai accepté certaines choses par calcul. C'était un échange, je me disais. Si je jouais le rôle, la carrière suivrait, et avec elle la possibilité d'envoyer de l'argent à ma famille, d'aider ma mère, de donner à mon père la tranquillité qu'il méritait. Puis il y a eu des demandes qui ne s'appelaient plus seulement « travail ». Les propositions devenaient prix direct, et la langue changeait autour de moi. On parlait de soirées privées où des personnalités souhaitaient rencontrer les talents hors cadre, de rendez-vous qui n'étaient pas des castings, mais des occasions. Les termes employés par Babin ou par certains responsables restaient flous, presque techniques, comme pour rendre l'inhumain acceptable. Le premier soir où l'on m'a dit qu'une rencontre était attendue, mon cœur a couru de toutes sortes d'émotions, honte, peur, une colère sourde contre moi-même pour être allé si loin. Dave a haussé les épaules, a tendu un sourire qui voulait être complice, puis m'a expliqué que c'était normal, que c'était le marché. « Tu n'es pas le seul », a-t-il dit. Cette phrase, meant to soothe, a planté une graine de solitude encore plus profonde. Ce n'était pas que je le faisais, c'était que je devais le faire pour rester. Les rencontres se sont multipliées, sous des formes qui se disaient professionnelles, mais qui me laissaient nue, métaphoriquement, et parfois plus que cela. Je parle de rencontres dégradantes parce que c'est la vérité, pas pour scandaliser, mais parce que c'est ce que j'ai vécu. On m'a imposé des tenues que je n'aurais jamais choisies, on m'a demandé des sourires inventés, des silences acceptés. On m'a dit que c'était pour la marque, pour l'image, pour le show. À l'extérieur,
sous les projecteurs, je devenais le garçon qui brillait. Dans les chambres d'hôtel, on m'ôtait ma dignité en plusieurs petites coupures, presque imperceptibles quand on les regarde séparément, mais accumulées, elles transformaient une énergie vivante en une statue froide. Chaque erreur de conscience était suivie d'un mécanisme de justification. Dave devenait le bras droit qui expliquait le système en termes pratiques. « Faut être stratégique », disait-il, comme si je pouvais disséquer mon cœur et n'en laisser que ce qui était utile. Babin, lui, restait l'architecte. Il redistribuait les corps et les visages sur le marché, selon une logique rentabilité / risk management. Et puis il y avait ces hommes, anonymes, puissants, qui, tapis derrière des écrans, reniflaient l'exotisme, payaient pour la rareté. Ils me voyaient comme une acquisition. Je suis devenu une rubrique dans leur monde. Loin de la scène, dans l'appartement, la vie s'est transformée en une répétition, où je jouais un rôle de plus en plus loin de mes origines. J'ai perdu des habitudes simples. Le matin, je n'entendais plus le marché du quartier, je ne sentais plus l'odeur des plats de ma mère. À la place, il y avait le parfum standardisé des hôtels, le goût métallique d'un café trop sucré dans un gobelet en plastique. Les messages de ma famille s'échangeaient entre fierté et questionnement. Ma mère m'envoyait des photos de la maison repeinte, des remerciements pour ce que j'avais pu envoyer, et aussi des silences où je lisais la peur. Parfois, quand la télévision s'éteignait et que la ville restait éclairée comme un décor de film, je m'allongeais et je regardais le trophée comme un juge silencieux. Il y eut une soirée particulière, une répétition prolongée qui devait être anodine. On m'a demandé d'être plus disponible pour un dîner où étaient conviés plusieurs sponsors. Dans la logique de la maison, ces événements servaient à sceller des partenariats. Dans la pratique, ils étaient des occasions de transactions humaines. Les lumières étaient douces, la table somptueuse, le service impeccable. J'ai porté une veste que je n'avais pas choisie et, entre deux applaudissements, j'ai dû sourire à des regards qui pesaient. Après le dîner, on m'a emmené dans un salon privé. Les mots ont été prononcés sans brusquerie. « Tu pourrais nous accorder un peu de temps ?» La politesse masquait l'implicite. J'ai senti que cette fois, le prix n'était plus seulement une concession professionnelle, mais une part de moi-même qu'on me suggérait d'échanger pour de l'argent et de l'influence. Je me suis laissé convaincre. C'était une suite d'arguments, pas une gifle. On m'a présenté des chiffres, des possibilités, des promesses pour des contrats qui souffraient ensuite comme des châteaux. Dave, qui était là, a parlé bas, comme un conseiller qui sait le prix des matchs à gagner. « On ne revient pas en arrière », a-t-il chuchoté, comme pour sceller une alliance. Ce chuchotement sonnait faux, mais il avait la texture douce de la normalisation. J'ai cédé, pensant que je pourrais tenir la barre, me restreindre, jouer selon mes propres limites. Je croyais contrôler l'échange. Je me trompais. Après cette première étape, les choses ont commencé à glisser. Ce n'était plus seulement des dîners, mais des demandes régulières, programmées, encadrées par des contrats qui prévoyaient des prestations spéciales. Les tenues imposées devinrent des uniformes, les rendez-vous se succédaient. On m'apprenait à dissocier la personne que j'étais de l'image que je devais projeter. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais quelqu'un qui portait des masques, littéralement et figurativement. Perruque, maquillage lourd, sourire qui ne touchait pas les yeux. Sur scène, la foule ne voyait que la surface. À l'hôtel, les chambres servaient de coulisses pour des rencontres où l'on me demandait d'être autre chose que ce que j'étais. J'ai commencé à compter les pas que je faisais entre la scène et la chambre comme des paliers d'un déclin progressif. Le plus troublant, c'était le silence public sur la nature de ces sacrifices. Dans les entretiens, on me demandait d'évoquer la discipline, l'ambition, le travail acharné. Ces mots étaient lustrés, polis. Personne ne parlait des compromissions. Et moi, devant un micro, je répétais les phrases apprises. À la télé, la Côte d'Ivoire voyait en moi un symbole de réussite. Chez moi, je voyais des messages qui disaient « Nous sommes fiers de toi ». Ces messages m'appuyaient comme une main sur l'épaule, mais je savais qu'ils n'avaient pas accès à la vérité de mes nuits. Il y a eu des moments où j'ai tenté de m'opposer, de refuser des requêtes qui allaient trop loin. Chaque refus s'est heurté à une stratégie. On m'a expliqué les conséquences contractuelles, les opportunités perdues, l'image ternie si l'on refusait d'être flexible. On m'a rappelé, en douceur, que le marché était cruel avec ceux qui ne se plient pas. On m'a réfléchi les histoires d'autres talents qui avaient mal géré leur carrière et qui avaient disparu. La peur s'est insinuée. Si je refusais, je perdrais tout. La logique du marché, si l'on refuse, se venge dans l'oubli. J'ai commencé à me demander, avais-je échangé ma liberté pour du prestige ? Était-ce acceptable de sacrifier son intimité et son intégrité pour la sécurité matérielle et la reconnaissance ? Ces questions me revenaient la nuit, comme des vagues qui cassent après le reflux. Je me suis surpris à rêver de la cuisine de ma mère, de la chaleur du quartier, d'une simplicité qui n'était plus compatible avec ce nouveau statut. Paradoxalement, plus je gagnais, plus je me sentais pauvre de moi-même.
Un soir, après une représentation qui avait été saluée par la presse locale, je suis rentré dans l'appartement en titubant entre la fierté publique et un vide si vaste qu'il ressemblait à un abîme. J'ai pris le trophée, je l'ai serré, puis je l'ai posé sur une table comme pour me rappeler d'un ancien pacte. Les messages arrivaient, capture d'écran de fans, félicitations, propositions. Ailleurs, dans la pénombre, quelqu'un m'a soumis à une demande qui m'a mis au bord du malaise. Ce n'était pas une agression spectaculaire, mais une pression méthodique, lente, qui m'a ôté du monde à petit feu. En sortant de cette pièce, j'ai senti que quelque chose s'était rompu en moi. Dave a trouvé des mots pour apaiser. Il m'a raconté l'économie de l'industrie, les ordres implicitement nécessaires. Il m'a dit que je devais tenir, que c'était un tunnel dont on sortait de l'autre côté. Mais le tunnel semblait sans fin. Chaque fois que je pensais avoir atteint un palier, on me présentait un nouvel étage. Et à mesure que les étages montaient, quelque chose en moi descendait. Je me souviens d'une phrase que Babin a prononcée lors d'une réunion, d'un ton presque clinique. On ne construit pas une carrière sans concession. Il n'a jamais dit « tu me dois ». Il parlait d'un système qui survit parce que chacun se forge une place dans une chaîne d'échanges inégaux. Entendre cela m'a glacé. C'était comme recevoir une facture dont l'intitulé était « Votre âme, service compris ». Ce soir-là, je me suis assis devant le miroir qui donnait sur la ville illuminée. J'ai enlevé le maquillage, chauffé mes mains entre mes avant-bras et j'ai essayé de reconnaître le garçon qui avait quitté la Côte d'Ivoire avec une valise et une lettre. Il me semblait à la fois proche et étranger. Les messages d'admiration semblaient lointains, presque faussés. Il y avait de l'argent, des succès affichés, et en même temps un poids qui ne s'allégeait pas. Je me suis demandé quel prix j'étais prêt à payer, et s'il existait un prix que je ne devrais jamais accepter. Les appels de ma mère se faisaient plus rares, comme si elle cherchait à protéger sa fierté en espaçant les nouvelles. Quand je lui racontais des anecdotes légères, elle riait, et je l'entendais respirer plus profondément. Je crois qu'elle savait, sans trop savoir. Les mots ont une façon de dénoncer l'évidence tout en la préservant. « Comment va la vie là-bas ? Tu manges bien ?» Je répondais, et chaque réponse était une mini-omission, une manière de taire l'essentiel. La honte est souvent un silence qui se tisse entre deux paroles. Un matin, j'ai reçu une proposition écrite qui synthétisait tout ce qui me rongeait. Une clause stipulant que, pour accéder à certains contrats, je devrais accepter des prestations privées et réserver des disponibilités hors scène. Il y avait des chiffres, des montants et un délai serré. La lecture m'a coupé le souffle. J'ai regardé mon trophée, puis mon compte en banque, puis la photo d'un de mes neveux que j'avais reçu la veille. Ces images formaient un collage de raisons contradictoires. J'ai vu ma mère peindre la maison, j'ai vu la fierté des gens du quartier, j'ai vu la solitude qui m'étreignait va nuit. Et derrière tout cela, comme une ombre immobile, la question de ce que je voulais être. La machine autour de moi a continué à tourner, implacable. On me demandait de sourire pour vendre une image. On me promettait, en échange, des portes qui s'ouvriraient. Mais ces portes ne s'ouvraient jamais simplement pour le talent. Elles s'ouvraient pour l'offre et le sacrifice. J'ai commencé à comparer la valeur du trophée et celle de mes nuits. L'un brillait, l'autre saignait en silence. Je n'ai pas encore tout perdu, mais quelque chose s'est effrité. La naïveté initiale a cédé la place à la lucidité douloureuse. Chaque décision se teinte d'une ambiguïté que je n'avais pas anticipée. Comment mesurer la dette vers sa famille quand les voix qui entourent les opérations vous poussent à vous vendre ? Comment accepter de porter la fierté publique quand elle est le fruit de concessions que l'on ne veut plus occulter ? Ces questions m'ont poursuivi comme une musique dissonante. Et puis, il y a eu ce soir précis, la scène d'un dîner privé où l'on m'a clairement exposé les règles non écrites. La pièce était feutrée, les verres tintant doucement. Les sourires étaient étudiés, les gestes polis. On m'a expliqué, sans agressivité, que la loyauté professionnelle implique parfois de répondre à des demandes personnelles. Babin a dit, encore une fois sans élever la voix, que le chemin de ceux qui réussissent est pavé d'échanges que la morale du commun ne comprend pas toujours. Dave a ajouté qu'il fallait être réaliste. Il parlait comme un homme qui a négocié avec le monde des puissants pendant des années. Quand je suis rentré, j'ai trouvé que le sommeil ne venait plus. J'ai passé des heures à regarder la ville en me demandant si ce que je faisais m'éloignait définitivement de qui j'étais. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu un moment de révélation brusque, une scène unique qui explique tout. C'est plutôt une succession d'usures, une remontée de petites complicités qui, mises bout à bout, m'ont porté vers des choix que je ne reconnaissais plus. Je sens aujourd'hui la culpabilité, le regret et une forme d'amertume qui me ronge. Mais il reste aussi cette chose paradoxale, une part de moi qui est reconnaissante pour ce que j'ai pu offrir à ma famille, pour la sécurité matérielle. C'est ce paradoxe, richesse et hantise, qui me suit comme une ombre. Je ferme les yeux et je revois la foule, les applaudissements, la lumière qui m'a donné une identité publique. Je revois aussi les nuits, les chambres fermées, les sourires contraints.
Les deux images ne s'opposent pas simplement. Elles se répondent, se nourrissent, et chacune alimente une blessure différente. À Dubaï, on m'a rendu connu, on m'a rendu riche, et en même temps, on m'a donné en échange des versants de moi que je n'ai pas su sauvegarder. Ce qui m'a rendu riche me hante encore, parce que la richesse est venue avec un prix que je n'avais pas entièrement mesuré, la perte progressive d'une intégrité qui me définissait. Je suis à un carrefour. Devant moi, il y a la possibilité d'aller plus haut, de multiplier les contrats, de sceller des partenariats qui feraient de mon nom une marque. À côté, il y a l'évidence d'un contrôle qui me veut docile, malléable, prêt à offrir des parties de mon intimité contre la sécurité. Je sais que la suite décidera de qui je perds et de qui je sauve. Et ce choix, plus que tout, me pèse. Si tu veux connaître la vérité derrière ce succès, reste. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la décision de partir allait finir par me rattraper d'une façon plus brutale encore que la peur que j'avais laissée derrière moi. Les jours ont continué, la mécanique s'est resserrée, et puis il y a eu une nuit où tout ce que j'avais accepté jusque-là a cessé d'être tolérable. C'était après une représentation. La salle applaudissait, les journalistes souriaient, et quelques heures plus tard, on m'a convié dans une suite où l'on m'a demandé de livrer autre chose que ma prestation. Je me souviens des rideaux trop épais, de la lampe qui jetait une lumière douce mais implacable, de ces mots prononcés comme une offre commerciale. Ce n'était pas une scène violente comme on le voit souvent au cinéma, c'était une transaction froide, une écriture invisible qui m'enlevait un peu de moi-même à chaque signature muette. Je suis sorti de cette pièce comme on émerge d'un bain glacé, la peau en alerte, les muscles engourdis. Le couloir était silencieux, presque cérémonieux. Je marchais comme un automate, les mains vides, la tête pleine d'une colère subite et déraisonnable que j'aurais voulu diriger contre quelqu'un, n'importe qui. Et puis, dans le silence de ma chambre d'hôtel, la colère a laissé place à un effondrement sans fracas. Je suis tombé sur le lit et j'ai pleuré. C'était un pleur qui n'avait rien d'artistique, pas une image à partager, pas une peur à relativiser, juste la reconnaissance d'un corps qui n'en pouvait plus. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, puis je l'ai reposé. J'ai regardé le trophée posé sur le meuble comme si c'était un objet étranger. Les messages, les contrats, les comptes, tout cela semblait soudain transparaître pour ce qu'ils étaient. Des chiffres, des engagements, des veilles au service d'un désaveu intérieur. Je me suis senti séparé de moi-même, comme si quelqu'un avait changé la langue dans laquelle je pensais. Et au milieu de ce vide, une autre voix a surgi, ténue au début, mais plus présente que le reste. Une prière qui n'était pas préparée, qui ne suivait aucune formule apprise. C'était plus une adresse que je n'avais pas supportée depuis longtemps. Seigneur, ai-je murmuré sans m'en apercevoir. Si tu écoutes encore les voix qui tremblent, écoute la mienne. Je ne sais pas demander comme on apprend à demander. Je sais seulement dire que je suis perdu, que j'ai peur d'avoir vendu une part de moi sans le vouloir. Aide-moi à retrouver le chemin, pas pour plus de gloire, pas pour plus d'argent, mais pour être enfin entier. La prière a été brusque et pure, sans artifice. Ce n'était pas une promesse d'un miracle qui effacerait tout. C'était un cri pour aider à tenir debout, pour que mes choix cessent d'être pilotés par la honte et la survie. J'ai prié comme on appelle quelqu'un de famille après un long exil, avec la même intimité maladroite. Et quelque part, dans ce silence épuré, j'ai compris que je devais choisir. Pas une demi-sortie, pas une stratégie longue, mais une rupture qui ferait mal, qui coûterait, mais qui me rendrait la possibilité de me regarder en face. Le lendemain, je n'ai pas demandé de permission. J'ai fait des calculs, j'ai téléphoné à l'avocat qu'un ami m'avait recommandé avant mon départ, un homme calme qui connaissait les arcanes des contrats internationaux. J'ai essayé d'expliquer en quelques mots l'essentiel, sans réveiller les parties les plus intimes, des clauses qui liaient ma présence à des engagements privés, des pénalités prévues en cas de rupture, et surtout une volonté de ne plus être l'objet de transactions humaines. L'avocat a écouté, posé des questions techniques, et puis, avec la froideur nécessaire, m'a dit ce que je redoutais. Partir signifierait payer, peut-être beaucoup. Mais il a aussi dit quelque chose d'autre qui, pour moi, pesait plus lourd que l'argent. Si vous insistez pour mettre fin à ces obligations, il faudra le faire publiquement. L'agence doit être forcée à reconnaître le retrait pour que vous ne reveniez pas comme un enfant fuyant la responsabilité. Cela coûtera, mais ce sera propre. Le mot propre m'a frappé. Propre comme une séparation qui n'exige pas la déchéance totale. Propre comme une rupture qui ne laisserait pas à d'autres le soin de me définir. J'ai accepté. Nous avons négocié une stratégie, bloqué les virements automatiques, retiré certains comptes, rassemblé la documentation. L'avocat m'a demandé si j'étais prêt à perdre des choses. J'ai répondu oui, même si mes mains tremblaient en disant ces 2 lettres. Oui. Quand j'en ai parlé à Dave, il a d'abord ri. Pas un rire de colère, mais un rire pour masquer l'incompréhension. « Tu ne peux pas partir comme ça », a-t-il dit. « Tout le monde sait que la carrière ne pardonne pas ce genre d'écart. » J'ai senti la trahison avant de l'entendre.
Dave, qui s'était présenté comme ami, m'a tout de suite exposé ce que je perdrais socialement, commercialement. Il m'a mis devant un miroir froid. La carrière s'envoile, les comptes se ferment, l'agence pourrait me poursuivre pour rupture abusive. Il voulait me retenir, non par affection, mais parce que dans son monde, mon succès était aussi sa marchandise. Pourtant, malgré ses arguments, l'idée de rester me donnait la nausée. Je n'arrivais plus à imaginer ma vie poursuivie par ces compromis. Babin n'a pas été surpris quand je lui ai annoncé ma décision. Il m'a reçu comme lors d'une réunion de chiffres, voix basse, phrases mesurées. Il a sorti le contrat, a pointé les clauses, a évoqué des pénalités, des clauses de confidentialité, la possibilité d'action judiciaire. Il n'a pas haussé le ton, il n'en avait pas besoin. Son regard m'a fait comprendre que je faisais partie d'un système où l'on payait pour une liberté perçue. Mais j'ai senti derrière sa courtoisie une certitude. Celui qui cède n'est jamais l'architecte de sa propre histoire. Il m'a proposé des solutions de repli, continuer à travailler, accepter un congé temporaire, faire un événement de com où l'on présenterait ma pause comme une stratégie marketing. Tout était pensé pour que la machine continue à tourner. Je me suis tenu droit au milieu de ces propositions. Ma décision a été lente mais ferme. J'ai dit non. J'ai dit que je mettais fin au contrat et que je ferais face aux conséquences. Je savais qu'en prononçant ces mots, j'allais déclencher une réaction immédiate. Ainsi fut-il. L'agence a envoyé des notifications, des lettres recommandées, des offres d'indemnisation si je restais raisonnable. Certains messages menaçants ont glissé dans ma boîte mail, des insinuations professionnelles et personnelles qui cherchaient à m'intimider. J'ai senti la pression monter, la tentation de céder revenir comme une vague. Mais la prière de cette nuit-là m'accompagnait, comme un fil discret et solide. Il a fallu payer pour partir. L'agence a retenu des sommes, les comptes ont été gelés momentanément et j'ai dû verser une indemnité que je n'avais pas prévue. J'ai vu mon capital fondre, non pas seulement en argent mais en illusions. Voitures vendues, contrats annulés, opportunités avortées. J'ai payé des avocats, rédigé des accords, répondu à des demandes qui cherchaient à me discipliner financièrement. C'était douloureux de regarder le compte diminuer, de rédiger des chèques pour couvrir des pénalités que je savais injustes et pourtant légales. J'ai ressenti à chaque transaction une sorte de deuil. Je déposais un morceau de gloire contre un peu de liberté. Le retour en Côte d'Ivoire n'a pas été triomphal comme mon départ. Je suis descendu de l'avion avec la même valise, moins d'visions et beaucoup plus de cicatrices intérieures. L'accueil a été étrange. Il y avait des visages heureux, des larmes, des questions. Ma mère m'a pris dans ses bras comme on rentre un enfant d'un voyage trop long. Son étreinte m'a affligé de consolation et de honte. Consolation parce qu'elle me rendait l'être humain que j'étais. Honte parce que je savais que je n'étais plus le héros simple qu'elle avait imaginé. Mon père a posé sa main sur mon épaule et m'a dit peu de choses. Parfois le silence contient plus de pardon que les mots. La scène la plus lourde attendait. Je devais monter sur une estrade et rendre compte. J'ai choisi un lieu public et simple, une maison de quartier, non pas un palais de verre. J'ai invité des gens du milieu, des journalistes, mais aussi des voisins, des jeunes qui m'avaient soutenu au début. Ce discours n'était pas un effet de com'. Je n'avais plus envie de belles phrases creuses. Je voulais dire la vérité, même si elle provoquait la colère, la honte ou la déception. Sur cette estrade, j'ai dit tout ce que j'avais gardé. J'ai parlé des concessions, des rencontres dégradantes, sans entrer dans la froideur du détail. J'ai prononcé chaque mot avec la réduction nécessaire, clarté et pudeur. J'arrête, ai-je dit. Je renonce à cette carrière. Ces mots ont fait un bruit différent de ce que j'imaginais. Certains ont applaudi, d'autres m'ont lancé des regards de reproche, comme si je venais de briser leurs rêves. Certains se sont sentis trahis. Tu nous avais promis la grandeur. À d'autres, j'ai répondu « Je vous ai promis un visage public, pas un morceau de moi en troc ». Ce fut une nuit de remous, appels, messages, articles. L'opinion publique a oscillé entre soutien et mépris. Certains se sont réjouis de mon courage, d'autres n'ont vu qu'un caprice coûteux. Les conséquences légales ont suivi. L'agence a engagé des poursuites pour rupture abusive et non-respect de clauses. Les hommes puissants, dont je tairai les noms, parce qu'ils n'ont pas besoin de célébrités supplémentaires, ont essayé de transformer ma sortie en une liquidation d'âme publique, évoquant des rumeurs, des insinuations. J'ai dû à nouveau faire face à des auditions, des conciliations, des rendez-vous avec des juristes. Mon avocat m'a guidé. Il a bâti des accords, a négocié des clauses de non-dénigrement, a payé certaines sommes pour éviter des procès longs et publics. Ces paiements m'ont épuisé. J'ai vendu des biens, j'ai réduit mes dépenses, j'ai accepté une vie plus frugale. Mais chaque euro dépensé pour payer ces pénalités m'a donné quelque chose d'inestimable, la liberté de ne plus être complice. Pendant tout ce temps, la foi est restée mon ancre. Pas une foi triomphante, mais une pratique quotidienne de petits gestes. Lire, prier, aller à l'église, dire la vérité à un pasteur. Quand les nuits revenaient, lourdes de souvenirs, je revenais à la prière simple que j'avais dite dans la suite d'hôtel. Seigneur, merci pour cette force. Aide-moi à tenir. Donne-moi la sagesse d'agir avec justice et la patience pour réparer ce qui peut l'être.
Ces prières n'étaient pas des demandes de récompense, elles étaient des requêtes pour de la clarté, pour le courage de supporter les conséquences de mes actes. J'ai cherché aussi un soutien psychologique. Je me suis assis avec un thérapeute qui m'a aidé à nommer la honte, à repérer les mécanismes d'adaptation que j'avais mis en place. Parler a été un travail lent, donner aux émotions un nom, les voir sans se juger, accepter que certaines de mes décisions avaient été faites sous la pression de la survie. Le travail thérapeutique m'a aidé à comprendre que la manipulation n'excusait pas mes choix, mais qu'elle expliquait pourquoi nous pouvons céder quand l'équilibre est rompu. Cela m'a permis d'arrêter de me flageller sans fin et de commencer à réparer. Revenir à la vie ordinaire a été une autre épreuve. La notoriété s'est atténuée. Les invites, les voyages, les défilés ont disparu comme un reflux. J'ai souvent eu l'impression de redevenir invisible. Paradoxalement, cette invisibilité m'a guéri. J'ai retrouvé le plaisir simple d'un marché animé, du café partagé, des rires francs. J'ai donné du temps à ma mère, j'ai aidé mon père à réparer des choses dans la maison. Ces gestes banals étaient maintenant des gestes sacrés. Chaque acte de soin me rapprochait d'une intégrité que j'avais négligée. Je n'ai pas effacé le passé. Les images reviennent parfois. Les rideaux d'une suite, le bruit d'un pas dans un couloir, le parfum d'un parfum neutre. Ces éléments, lorsqu'ils surgissent, me traversent et laissent une trace. On m'a demandé si je n'étais pas hanté. Oui, j'ai répondu, je le suis. La hantise n'est pas une malédiction, c'est une mémoire qui me rappelle ce que j'ai perdu et ce que j'ai choisi de récupérer. Elle me rend vigilant, elle m'empêche d'oublier la valeur d'une parole donnée à moi-même. Au fil des mois, j'ai pris une décision complémentaire, transformer ce que j'avais vécu en quelque chose d'utile. Je ne parle pas d'une carrière réparée, mais d'une mission plus modeste et plus vraie. J'ai commencé à rencontrer des jeunes dans des quartiers, à parler de ce que signifie être exposé au monde médiatique, à alerter sur les pièges de certains milieux. J'ai donné des ateliers où je racontais, avec pudeur, comment protéger son identité lorsque les projecteurs vous cherchent. Ce travail n'efface pas la honte, mais il la met au service d'une prévention. À certains, je dis « tu peux refuser ». À d'autres, je propose des alternatives pour gagner sa vie sans sacrifier son intimité. Il y a eu aussi une étape publique que je n'avais pas anticipée. Des victimes de ce système m'ont contacté. Elles cherchaient des oreilles plus que du jugement, des conseils plus que des solutions miracles. Certaines avaient vécu des choses pires que les miennes, d'autres étaient au début d'un engrenage. J'ai écouté, j'ai aidé à orienter, j'ai recommandé des avocats, j'ai partagé des ressources. Cela m'a appris l'humilité. Mon expérience n'était pas unique, et partager ne me guérissait pas forcément, mais cela empêchait l'oubli collectif. À travers ces rencontres, j'ai compris qu'il y a une responsabilité communautaire, pas seulement individuelle. La paix que j'ai retrouvée n'est pas l'absence de douleur, mais la possibilité de la nommer et de vivre avec. Je ne suis plus le jeune homme qui cherchait la validation dans les lumières. Je suis un homme dont la richesse matérielle, intacte d'un point de vue objectif, ne peut plus être la mesure de la valeur. Les trophées, les comptes en banque, les photos brillantes existent encore. Ils forment une part de mon histoire, mais ils ne sont plus le centre. Ce qui me hante encore, c'est moins l'argent que la trace que ces choix ont laissé sur mon cœur. La honte, les visages, les nuits où l'on doute. Parfois, je reçois des messages de ceux qui me disent « Tu as eu tout et tu as renoncé. C'est courageux ». D'autres écrivent « Tu nous as laissés, tu as brisé un espoir ». Je réponds honnêtement « J'ai fait un choix qui m'a coûté. Je change ce que je peux changer. Je soutiens ceux qui veulent partir, je partage mon histoire et je construis des ponts. Le plus difficile est d'accepter que certains m'en tiendront rigueur pour longtemps. Cette acceptation fait aussi partie de la réparation. La prière demeure un lieu de vérité pour moi. Elle n'efface pas les conséquences, mais elle m'aide à les traverser. Parfois, je me tiens seule et je dis « Père, merci pour la force de dire non. Aide-moi à transformer cette histoire en quelque chose qui protège d'autres vies. Accorde-moi la sagesse pour réparer ce qui peut l'être et l'humilité pour accepter ce qui ne peut l'être. » Ce sont des prières de marche, pas de miracle. Je ne veux pas donner l'image d'un repentir triomphant et simple. La reconstruction est lente. J'ai des jours où je m'énerve, où je rêve encore de l'applaudissement, et d'autres où je pleure sans raison apparente. Les cicatrices restent. Parfois, la foule me rappelle que je n'ai pas disparu totalement. Un commentaire, une photo, un rappel de l'ancien moi. Ces moments peuvent réveiller la nostalgie ou la colère, mais j'ai appris à les laisser passer, à les regarder sans me laisser happer. J'ai choisi des gestes concrets pour tenir ma parole. Transparence avec ma famille, soutien aux victimes, refus catégorique de revenir dans des systèmes qui m'ont exploité. Il y a un autre versant que je n'avais pas prévu, l'amour-propre. Ce n'est pas une renaissance miraculeuse, mais un travail quotidien. Je me surprends à aimer des petites choses de mon quotidien, des routines simples, un marché le samedi matin, la chanson d'un voisin, une soupe préparée par ma mère. Ces éléments me rendent humain et me rappellent que la valeur d'une vie ne se mesure pas en contrat. Le poids de la richesse, au sens matériel, pèse encore. L'argent que j'ai gagné m'a permis d'aider ma famille, de réparer la maison, d'offrir une école à mes neveux. Ces gestes sont des réalités que je ne renie pas, mais je les inscris désormais dans une logique différente.
donner sans chercher la mise en scène, aider sans réclamer la reconnaissance publique. C'est un changement d'intention qui transforme le sens de mes actes. Aujourd'hui, lorsque je pense au titre qui a accompagné mon histoire, Les secrets de Dubaï, ce qui m'a rendu riche et me rend encore, je comprends que la richesse a un visage double. Elle m'a offert sécurité et ressources. Elle m'a aussi exposé à des transactions humaines qui m'ont changé. Le regret et la reconnaissance coexistent. Certaines nuits, la hantise revient, comme un rappel que rien n'est gratuit. D'autres jours, je sens une paix profonde, presque timide, qui me pousse à tendre la main. Je suis loin de prétendre que tout est résolu. La justice n'a pas été parfaite, la réparation est incomplète, et la vie m'a demandé des choix coûteux. Mais il y a une liberté nouvelle, choisir ma dignité avant la visibilité. J'ai fait des erreurs, j'en prends la responsabilité. J'ai été manipulé, j'en tire des leçons. Et parce que je sais aujourd'hui ce qu'il en coûte, je ne veux plus rester silencieux quand d'autres sont tentés de payer le prix que je connais trop bien. Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que cette histoire résonne en toi. Peut-être que tu connais la honte, la tentation de vendre une part de toi pour de la sécurité, ou peut-être que tu observes quelqu'un dans cette situation. Si c'est ton cas, sache que refuser est possible, que demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse et qu'il existe des personnes et des structures prêtes à soutenir. La sortie est difficile, mais elle est réelle. Seigneur, je murmure encore parfois, garde ceux qui cherchent une porte de sortie. Donne lucidité à ceux qui promettent le monde en échange d'un bout d'âme. Et garde mes pas pour que je puisse être un guide. Pas un modèle parfait, mais un témoin honnête. Je ne cherche pas à conclure sur une note triomphante. Il y a des blessures qui resteront. Il y a des nuits où je regarde la ville et je pense à ces moments volés. Et pourtant, il y a aussi une lumière plus ténue, une résistance douce qui me permet d'aller de l'avant. La richesse matérielle m'a rendu des choses palpables, de l'argent, des titres, des apparitions, mais elle m'a aussi donné une leçon que je n'oublierai jamais. Tout gain peut avoir un coût que l'on n'est pas prêt à payer. Si cette histoire t'a touché, mets un like, abonne-toi et partage en commentaire ce que tu retires de ce témoignage. Merci de m'avoir écouté.